Cette semaine, il y avait un sujet qui méritait débat, et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Puisqu'il convient d'appeler l'affaire Huawei, on va dire ça comme ça, puisque, vous le savez, on va revenir sur cette actualité dont on a parlé dans l'épisode 215, Xavier, c'est ce couperet qui est tombé quelque part sur Huawei, qui est en liste noire maintenant aux États-Unis. Tu peux peut-être nous rappeler juste rapidement le contexte. Rapidement, Google a annoncé, suite aux décisions de l'administration Trump, qu'ils allaient retirer la licence Android de Huawei. Donc ça signifiait la fin des mises à jour d'Android pour tous les possesseurs d'appareils Huawei, plus d'accès aux services de Google comme Gmail, YouTube, le Play Store aussi, et ça concerne plus de 2 milliards d'appareils Huawei et Honor dans le monde. Alors heureusement, entre-temps, Huawei a obtenu une licence de 3 mois pour assurer les mises à jour de sécurité et autres, mais sinon, ils vont devoir se tourner vers des OS alternatifs qu'ils ont soit développés en interne, soit d'autres systèmes existants et surtout des App Store, donc des magasins d'applications alternatifs également. Donc voilà, c'était la bombe un petit peu au niveau des news cette semaine. C'est un peu, oui, la bombe, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est pas tout, parce que les annonces se sont succédées. Alors je tiens à rappeler que nous enregistrons ce bonus juste après l'épisode que vous avez pu voir jeudi soir ou vendredi, ou depuis vendredi. Donc on va pas vraiment se relancer sur l'actualité elle-même. Il y a eu plein d'articles qui sont parus avec des effets de bord, avec des entreprises qui ont suivi le mouvement en tournant le dos à Huawei pour ne pas être eux-mêmes repris sur cette liste noire, etc. Donc voilà, il s'est passé plein de choses, mais ce qu'on voulait aborder avec Benoît et Xavier dans ce bonus, c'était peut-être l'aspect plus large de la situation même d'une entreprise par rapport à un État, par rapport à des fournisseurs, quand on se retrouve dans des situations comme celle-là. C'est ça un petit peu l'idée, Benoît. Ben oui, parce qu'on l'a un petit peu évoqué dans l'épisode, mais c'est vrai que derrière ça, il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine. On sait que l'administration américaine, maintenant, elle est très fermée, et c'est America First. Et donc, la montée le fait que la Chine acquiert de plus en plus de compétences techniques, et par exemple, Huawei est très fort visiblement sur tout ce qui concerne la 5G, veut s'installer comme fournisseur des solutions réseau utilisées par les différents opérateurs, en plus des téléphones. Mais ça veut dire que tout ça, quelque part, c'est de l'expertise qu'aujourd'hui, sur les marchés sur lesquels les Américains se sentent forts, et puis ils sont un petit peu en retrait par rapport à ça. Et donc, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis est sans doute un petit peu derrière. Et ça veut dire, quelque part aussi, pour nous, en Europe, on est aussi très dépendant, en finale, des solutions américaines, parce que le GSM, ça avait été inventé en Europe, mais aujourd'hui, Nokia a été, pour ainsi dire, rayé de la carte en tant que fabricant de postes, pardon, pas de postes, de postes de téléphone, monsieur. De terminaux. Oui, de terminaux. Et donc, du coup, voilà, on est devenu extrêmement dépendant des Américains, et peut-être que nous aussi, on pourrait être demain, enfin l'Europe pourrait être demain la cible des États-Unis dans ce genre d'un conflit similaire. J'ai envie de dire qu'on est dépendant des Américains pour l'aspect software service, on est dépendant de la Chine pour l'aspect device, appareil, matériel, quoi. Donc on est un petit peu, en Europe, on est un peu entre deux feux, quoi, donc, entre deux situations de monopole. Quelque part, c'est ça aussi le problème. Si on le regarde de notre point de vue purement européen, on est dépendant des deux, si je dis pas de bêtises, Xavier. Alors, effectivement, on dépend. Bon, Google et Apple sont vraiment très bien placés pour tout ce qui est logiciel, même matériel aussi, mais la Chine a quand même créé beaucoup de matériel. C'était une des réflexions que j'avais aussi, c'était qu'est-ce qui se passerait si finalement la Chine répondait en disant, ben voilà, nous on arrête de fournir ou on somme les producteurs d'équipements pour Apple de cesser leurs activités vers Apple et vers les États-Unis. L'impact serait énorme, et je pense que le grand gagnant là-dedans, c'est peut-être le marché coréen, avec Samsung notamment, qui est quand même un des plus grands fabricants de smartphones, et
au niveau d'Android, la concurrence est quasi nulle. Si on retire Huawei, Samsung a d'autres concurrents tels que OnePlus ou autres, mais voilà, Huawei a quand même une très très grande place maintenant sur ce marché au niveau international, on le répète. On le répète aussi, Huawei, ce ne sont pas que des smartphones. Il y a aussi une partie du matériel qui est du matériel professionnel lié à la 5G, par exemple, des routeurs, enfin du matériel qui sert aussi, enfin qui sert à transmettre du data. C'est d'ailleurs la problématique vient de là. On a souvent accusé Huawei de piratage ou d'espionnage par le biais de le matériel qui était vendu sur le territoire américain. Et donc c'est parti un petit peu de là aussi. C'est peut-être aussi parti des moyens de rétorsion possibles par rapport à la taxation des biens lors de transfert de biens d'un pays à l'autre. On sait qu'il y a des droits de douane maintenant sur certains produits qui vont de Chine aux États-Unis ou inversement. Donc voilà, tout ça c'est dans un contexte économique aussi, pas uniquement technologique. Donc c'est vrai que ça sort un petit peu de nos sphères habituelles de discussion, mais ça pose la question effectivement de notre indépendance à nous, notre indépendance technologique aussi, non, Benoît ? Ben oui, je pense que c'est pour ça qu'historiquement l'Europe a fait pas mal de projets où on dupliquait en fait des technologies américaines. Si tu regardes, il y avait Boeing en aviation, on a mis en place un concurrent européen Airbus. Il y avait les systèmes GPS et qui est un jeu de satellite américain. On est toujours en train, je pense, on n'a pas fini d'être déployé, la constellation Galileo qui veut faire la même chose et qui utilise les mêmes protocoles et les mêmes types d'échanges, etc., mais sous contrôle, non pas de l'armée américaine, mais de l'Union européenne. Et voilà, on sait, enfin, il y a une certaine conscience, je pense, des États européens qu'on ne peut pas être complètement en situation de dépendance sur les secteurs clés parce que c'est trop risqué. Mais en même temps, il faut être honnête, en matière de soft et en matière de services numériques, il y a eu des projets. La Commission lance régulièrement des grands projets pour essayer de trouver le champion européen. Mais j'ai pas l'impression qu'on a pour le moment, en tout cas, les mêmes résultats que ce qu'on a. Comme je dis à l'instant, par exemple avec Galileo, où il y a quelque chose qui se déploie et qui se met en œuvre. On n'a pas un Google européen, on n'a pas un Apple européen, on n'a pas un Amazon européen. C'est là qu'on était démarré chez nous, mais en final, maintenant, c'est même on plus a perdu le contrôle. Mais c'est en ça que résonnent aussi clairement les termes, les explications du patron de Quant, le moteur de recherche français. Actuellement, on l'entend beaucoup parler et s'exprimer autour de sujets similaires, à juste titre, manifestement. Ça prend toute sa dimension quand on voit ce qui se passe avec Huawei aujourd'hui. On lisait également avec Xavier que, par exemple, en Grande-Bretagne, quasiment le marché était fermé à Huawei du coup parce que sur la 5G, manifestement les opérateurs n'en veulent plus, ou en tout cas on fait un pas de côté ou un pas en arrière par rapport à ce fournisseur potentiel. Donc c'est toute une économie qui est en train de changer. Je ne vais pas basculer, mais en tout cas de changer. Je lisais un article, enfin je parcourais les dernières actualités, je vois que par exemple, ça peut paraître un petit peu bête de notre point de vue, mais le Kenya, par exemple, s'inquiète parce que ce sont des gros consommateurs d'appareils Huawei. C'est marrant, mais bon, voilà. La Suisse, elle reste fidèle. Ils ont annoncé, donc les opérateurs suisses, eux, ont annoncé qu'ils restaient fidèles à Huawei pour la 5G notamment. Donc, quand je parlais des effets de bord possible, c'est-à-dire des sociétés qui travaillent avec Huawei ou qui sont des filiales de Huawei, mais en Europe. Il y a une filiale belge de Huawei, par exemple, qui est blacklistée à Washington depuis aujourd'hui ou hier, en tout cas au moment où on enregistre, parce que trop lié à ce fabricant. Enfin, voilà, c'est vraiment... il y a un titre où le mot qui ressortait, c'était un jeu de domino. Oui, c'est vraiment ça. On a l'impression qu'on a poussé le premier domino et là, tout est en train de partir en cascade et on ne sait pas quels effets ça peut avoir sur le court terme, le moyen terme, le long terme et dans le marché technologique européen et américain et chinois. Moi, je pense qu'il y a d'autres opérateurs.
un très grand acteur actuellement aussi, et qui est pas seulement dans le marché des smartphones, c'est Xiaomi. Xiaomi qui commence à se faire vraiment connaître au niveau des smartphones, mais pas seulement. Ils font des trottinettes, ils font des. Moi, j'ai un aspirateur robot. Ils font des brosses à dents. Ils font plein de choses maintenant qui s'exportent de mieux en mieux. Et la Chine a ouvert des filiales, plutôt des magasins en France récemment, etc. Donc, il y a pas mal d'appareils qui pourraient être impactés sur le marché américain. Heureusement, le marché chinois à lui seul pourrait permettre la survie de marques comme Xiaomi et Huawei, mais c'est quand même une conséquence à prendre. Maintenant, moi, ce que je crois, c'est qu'on est en fait au tout début d'une espèce de guerre froide technologique, parce que, comme je disais, qu'est-ce qui se passerait si la Chine demain arrêtait de produire des composants pour Apple? Enfin, j'ai peur que ça commence à s'escalader très vite jusqu'au moment où ils se rendent compte que finalement, ils ont plus à perdre qu'à gagner, ou pas. C'est une question. La Chine a adressé une protestation solennelle. Voilà, c'est des termes mesurés. C'est la diplomatie chinoise, c'est aussi un truc un peu particulier, mais j'imagine que dans leur langage, ça veut dire quand même un peu, voilà, ils sont pas contents, quoi. On pourrait éventuellement les comprendre. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le ministère chinois du commerce. Voilà, il parle de harcèlement de la part des États-Unis. Voilà, c'est mot quand même assez fort quand on parle de pays à pays, hein, je veux dire, Benoît. Mais c'est un peu la question, effectivement, que vous soulevez tous les deux, hein, qui est là pour l'instant. Les États-Unis s'attaquent à une entreprise. Bon, mais parce qu'ils ont peut-être effectivement un peu peur sur des éléments de sécurité, et ça vaudrait la peine d'y revenir. Bien sûr. Mais il y a aussi, on le sent, un côté guerre économique derrière. Ça casse un concurrent sur des marchés qui est important. Mais ce qui se passe aussi, c'est que les impacts sont énormes. Par exemple, ARM arrête de fournir des puces à Huawei. Mais effectivement, refaire une alternative à Android, c'est pas, entre guillemets, trop compliqué. Et apparemment, ils avaient quelque chose en développement. C'est pas trop compliqué dans le sens où il y a suffisamment de logiciels libres qui permettent de venir piocher dedans et rassembler quelque chose. Pour ce qui va être de remplacer les puces, ça risque d'être autrement plus compliqué. Et c'est là où, quelque part, on va aussi se poser la question pour le gouvernement chinois, à quel moment est-ce qu'il va riposter avec des moyens d'État, faire ce que la Commission essaie de faire depuis longtemps, injecter des subsides pour qu'il y ait des entreprises qui se mettent à fabriquer des composants chinois, donc un ARM chinois, et toute cette technologie qu'on importe des États-Unis, parce qu'aujourd'hui, en fait, le marché de la technologie, il est très mondialisé. On achète des puces. ARM, c'est une boîte anglaise, mais qui s'est arrêtée parce que elle a quand même une grosse participation. Elle a beaucoup de clients aux États-Unis, et donc elle ne veut pas évidemment se retrouver en situation où elle serait blacklistée parce qu'elle perdrait d'énormes parts de marché. Et ils ont beaucoup de développement aussi aux États-Unis, mais en même temps, c'est énormément fabriqué en Asie. Et donc voilà, est-ce que les Chinois vont se dire du coup, on doit aussi développer nos puces pour nous garantir une indépendance technologique? Est-ce qu'on doit, etc. Est-ce qu'ils pourront les vendre? Est-ce qu'ils vont les exporter chez nous? Est-ce que nous, Européens, on va se dire, en fait, on s'en fout, on peut acheter des puces américaines ou des puces chinoises? Ou est-ce qu'on va aussi se dire, non, on est plutôt... Je veux dire, une riposte d'État, là, ce que tu as lu, c'est le petit cap diplomatique qui montre qu'ils sont vraiment pas contents, mais derrière, ça peut se mettre en place avec carrément une espèce de vraie rupture technologique où ils inventent leur techno, et pour se rendre complètement indépendants, ce que les Russes ont fait pendant longtemps, par exemple. Les Russes avaient des ordinateurs russes, avec des puces russes, qui étaient des copies des nôtres, mais enfin, voilà, qui avaient développé leur propre truc, quoi. Après, il y a aussi l'espionnage technologique, etc., qui revient en ligne de course. C'est quelque chose qui a presque, enfin, qui a pas disparu, hein, mais qui est un petit peu passé aux oubliettes, mais fut une époque, tu parlais de la guerre froide, par exemple, Xavier, où effectivement, ça allait bon train. Il y avait un espèce de faux Concorde soviétique à l'époque, hein, il y avait, enfin, comme ça, des éléments on se demandait comment ils avaient eu les plans, et c'était quand même très ressemblant. Ici, ça allait peut-être un petit peu moins, parce que
finalement, on va fabriquer directement chez la personne qui est supposée vous espionner. Donc ça garantit une bonne fabrication. On a vu ça dans les montres, par exemple. Je rappelle des montres de certaines marques qui étaient fabriquées dans les chaînes de fabrication chinoises qui, passé une certaine heure, fabriquaient les contrefaçons de la même marque. Enfin, c'est juste hallucinant. C'est des choses qui sont quand même assez connues. Autre effet de bord de ce qui se passe, c'est le marché de la reprise. Vous savez que quand vous achetez ou vous ouvrez un nouvel abonnement télécom, vous pouvez avoir une reprise de votre ancien smartphone, etc. Les opérateurs en France, manifestement, refusent maintenant les appareils Huawei. Donc ils ne les reprennent plus. Le marché de l'occasion est mort, entre guillemets, sur cette marque. Voilà, c'est le genre de choses, ça n'a l'air de rien comme ça de prime abord, mais voilà encore un effet particulier, et il y en aura d'autres certainement dans les jours, dans les semaines qui viennent, à n'en pas douter. On essaiera de garder un œil là-dessus, évidemment, parce que ça pose plein de questions. On a essayé de répondre à quelques-unes de celles-ci, je pense, dans ce bonus. Je pense qu'on n'ira pas plus loin là-dessus, sauf si vous avez encore quelque chose à rajouter de votre côté, mais on n'ira pas plus loin sans doute sur ce sujet aujourd'hui, mais il y a de fortes chances qu'on vous en reparle dans un prochain épisode ou dans un prochain bonus, parce qu'il va y avoir des choses à dire, évidemment. Merci Xavier pour cette participation et d'avoir amené ce sujet, mais qui semblait assez évident cette semaine. Merci également à Benoît, on se dit à très bientôt. Salut les gars. Salut.